et qui exige aujourd'hui une adaptation au gré des innovations. Toute marchandise qui transite par le port passe forcément par leurs engins. L'embarquement et le débarquement, c'est leur affaire. C'est donc l'affaire des grutiers. Cette autre profession portuaire exige une formation pour manipuler les grues sans trop de risques d'accident. Focus sur les grutiers dans la rubrique métier. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, le Haut Conseil des collectivités territoriales va promouvoir le développement des collectivités locales. C'est la conviction du président des maires du Sénégal. Pour Alioune Sall, avec cette chambre, le Sénégal va harmoniser donc son architecture institutionnelle avec d'autres pays africains. Nous allons vous présenter les missions de ce HCCT avec Maman Moussagnan au cours de ce journal. Mais en attendant, intéressons-nous à cet atelier de partage du document de politique financière avec les différentes catégories d'acteurs. La Commission nationale de réforme foncière a rencontré ce matin l'administration foncière. Il s'agit de recueillir les dernières recommandations pour une meilleure appropriation et une application effective de la politique foncière au Sénégal. C'est un compte rendu de Fatou Diouf. Toujours fidèle à sa démarche participative et inclusive, la Commission nationale de réforme foncière continue le dialogue autour du document de la politique foncière. Après l'adoption du texte provisoire, c'est l'heure de le partager avec les différents acteurs du système foncier. Ainsi, ils pourront faire des propositions sur les axes et orientations stratégiques de la politique foncière. Depuis le départ, la DGD participe aux travaux de la Commission. Nous avons des experts qui y sont. Et aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, le document est là. Beaucoup de problématiques ont été posées. Il est évident que nous serons les principaux acteurs quand ce document sera validé. Il est donc normal que nous soyons là pour apprécier et apporter nos contributions. Je suis heureux que le directeur général des impôts et domaines soit venu aujourd'hui avec des membres importants de son équipe pour venir aussi passer en revue avec nous, regarder ce qui est dans le document et qui est amélioré. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes prêts à vraiment discuter avec lui, à apprécier. Le consensus autour du document de la politique foncière est essentiel. Son appropriation et son application effective permettent de lutter contre les litiges. Je parle sous le contrôle de l'administration foncière. Beaucoup de gens méconnaissent la législation, c'est pourquoi ils commettent des infractions. Ils prennent un terrain, ils le vendent 2 ou 3 fois. On ne sait pas comment arbitrer. Beaucoup de contentieux, presque 50% du contentieux concerne le foncier. Ce n'est pas normal dans un pays. Parce que souvent, les gens disent nul n'est censé ignorer la loi, mais ça, les juristes savent parfaitement que beaucoup de gens ignorent la loi. Donc, le fait de mettre en place un dispositif de connaissance, de prévision, d'anticipation est déjà un élément. Cette politique foncière va permettre une meilleure gestion et exploitation des terres par les pouvoirs publics après l'administration foncière, élus locaux, secteur privé, parlementaires et membres de la société civile vont à leur tour s'approprier le document. Ainsi, le consensus est assuré. Et puis le Comité national des droits de l'homme s'intéresse à la promotion et à la protection des droits humains dans le secteur minier. Un atelier de renforcement des capacités des parties prenantes a été tenu autour du thème « Exploitation des ressources minérales respectueuses des droits humains ». C'est un compte-rendu de Fatimata Banelba. La gouvernance minière, le respect des droits humains, des questions qui préoccupent le Comité national des droits de l'homme. Et c'est autour d'un observatoire national que experts et acteurs se sont réunis. Nous estimons que pour que le comité puisse jouer pleinement son rôle dans le cadre de la prise en charge de toutes ces questions relatives donc à la protection et à la promotion des droits humains dans le secteur extractif, encore faudrait-il que ces membres soient bien formés, ces membres soient capacités. Il faut reconnaître qu'il y a des instruments juridiques qu'il faut vulgariser, notamment les principes directeurs des Nations Unies donc, en matière d'extraction minière, mais également les directives sous-régionales et régionales. Par cette rencontre, les différentes parties prenantes vont constituer un instrument de veille pour la prise en charge des préoccupations des populations. Très souvent, on pense que l'exploitation minière doit simplement s'orienter vers le développement économique et social. Mais au-delà du développement économique et social, il y a également la prise en charge
des préoccupations des populations, surtout de leurs droits. Je pense qu'il y a or, il y a temps, il y a beaucoup de minerais dans le sous-sol. Il reste à les trouver, il reste à les valoriser, il reste à les développer et à les valoriser. Et une fois que ces minéraux trouvés, il faut systématiquement une étude d'impact environnemental et social. Et une bonne étude d'impact environnemental et social. Là, ça permet de voir des études de base, de voir l'impact des compagnies sur l'existant. Le secteur minier figure parmi les axes du plan Sénégal émergent. Et si le Sénégal veut installer l'économie nationale sur une trajectoire de croissance forte, il faut nécessairement l'implication de tous, surtout celle de la société civile. Signature d'un protocole d'accord de partenariat entre l'Agence nationale du Conseil agricole et rural, ANCAR et Africa Rice. Les deux institutions s'engagent à collaborer efficacement pour promouvoir le développement de la filière riz dans le pays. Il s'agit surtout de vulgariser les innovations technologiques permettant d'accroître la productivité agricole au niveau rural, nous dit Lamine Touré. Un partenariat qui se veut fécond entre l'Agence nationale de conseil agricole et rural ANCAR et Africa Rice, une première au niveau national dans l'orientation stratégique des deux institutions. Tout le monde sait que pour que l'agriculture devienne le moteur de croissance économique et sociale, il faut nécessairement recourir aux innovations améliorantes de la productivité agricole. Et tout le monde sait également que Africa Rice est une référence de renommée africaine, voire mondiale. Et par rapport à ces réalisations, on sait que figure un paquet technologique avéré pour améliorer la productivité rizicole. Il y en a ainsi pour les variétés de Nerica, d'Arica, de Sahel, qui font partie des innovations à disséminer dans tout le Sénégal. En se rapprochant du leader de la recherche rizicole en Afrique, l'ANCAR entend surtout promouvoir la productivité de la filière riz, une initiative qui sera fortement appuyée du côté d'Africa Rice. C'est la première fois que nous signons un cadre de collaboration formel avec une structure d'appui conseil. Et pour dire que cela nous aide à renforcer notre tâche de collaboration avec les structures et programmes de développement rural ou de développement en charge de la riziculture. Cette collaboration sera axée autour de 3 points. Le premier, c'est la dissémination à grande échelle de ces innovations, variétés à haut potentiel de rendement, itinéraires techniques performants. Mais le troisième point, c'est le renforcement des capacités. À marge de la signature de ce protocole d'accord de partenariat, la directrice générale de l'Agence nationale de conseil agricole et rural a visité quelques réalisations de son partenaire. Elles sont le Sahel 177 aromatique, une variété très productive, et ses outils qui entrent dans le cadre de l'autonomisation des producteurs dans le monde rural. Et puis le président de la République Macky Sall a effectué la prière du vendredi aujourd'hui à Popenguine. Il est également allé à la rencontre de la communauté chrétienne. Nous y reviendrons au cours de ce journal. En visite ce matin dans les zones inondées de la banlieue de Dakar, Diène Farbassar a annoncé que la situation est maîtrisée en ce qui concerne les réseaux de drainage. Le chef de l'État a beaucoup investi dans l'assainissement avec un plan décennal de 700 milliards. 101 milliards ont déjà été injectés dans les 3 départements visités. La tutelle a promis de renforcer les équipes des mairies en motopompe. Le compte rendu avec Luis Bitzar. Guédiawaye, Pikine et une partie de Dakar ciblée dans la lutte contre les inondations. La visite d'ouvrage dans la banlieue de Dakar du ministre du Renouveau urbain laisse présager une lueur d'espoir. Parce que jadis, en ce temps-là, il y avait des mares partout. Maintenant, nous avons pu observer avec les journalistes qui m'ont accompagné que la situation est complètement maîtrisée. De 9h à 16h30, de nombreux sites ont été parcourus. À Orenam Ninzad, par exemple, les populations ont exposé leurs problèmes à la tutelle. Il s'agit, entre autres préoccupations, d'une défaillance des tuyaux d'enfouissement, des problèmes liés au bassin de stockage et des réseaux de drainage, ainsi que le renforcement des équipes de mairie à motopompe. C'est au croisement Saint-Hassan où
il y a un petit défaut de fabrication. Et ce défaut-là, une fois réglé, le problème il est résolu. Donc, comme le profil le montre la route, c'est une succession de 3 points bas sur la route qui se relient. Le problème, c'est que c'est des bas-fonds qui ne peuvent pas être reliés gravitairement au réseau existant de l'ADER. Donc, la solution l'année passée qu'on avait prévue avec les sapeurs-pompiers, c'est de faire un réseau de refoulement. Donc, les sapeurs-pompiers pompent ici, mettent ça dans le réseau de refoulement et ça va vers le réseau de l'ADER. Face à cette situation, Diène Farbessar s'est voulu rassurant. On n'a pas fait de promesses. On a agi directement. Ma parole a été enrichie par l'action. Et on retourne avec des solutions actuellement. Yeumbeul Nord et Sud, Tivaouane Diacksao, Diamaguène, le pont de l'émergence, Yoff et les parcelles assainies, autant de sites visités par le ministre et sa délégation. Nous, notre mission, c'est de trouver des solutions. Assister les populations, il ne faut pas être comme des touristes là, se promener en pérégrination, l'être morte. On vient pour chercher des solutions et les trouver. Je pense que demain, certainement, mes services seront là vraiment pour régler le problème. Voir les regards et voir ce qu'ils veulent faire. Dans cette recherche effrénée de solutions, l'apport du préfet de Dakar, des membres de la Géroute, ceux de l'ONAS et de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est on ne peut plus important, une véritable mutualisation des efforts dans la lutte contre les inondations. Et puis les échos des vacances citoyennes, Tivaouane a reçu la caravane, un moment d'échange et de partage avec les jeunes de la localité. Sur place, une conférence axée sur la citoyenneté a été organisée par le Daïra Mourtafina. Le ministre et sa délégation ont avant tout rendu visite à Serigne Abdoul Azizi. Le compte-rendu de Ibrahim Ndonga. À l'arrivée dans la ville sainte, le ministre et sa délégation se sont rendus au domicile du porte-parole du Khalif de Tijane. Sur place, Mamaïna s'est entretenu avec les guides religieux sur l'esprit de la caravane des vacances citoyennes. Une démarche magnifiée par les guides religieux avant de revenir sur le rôle que doivent jouer les jeunes dans le développement du pays. Nous devons inculquer à nos jeunes les valeurs que nos ancêtres nous ont léguées. L'intégrité, la prudence et la piété, entre autres. C'est par la suite que le ministre a assisté à la conférence organisée par le Daïra Mourtafina de Tivaouane. J'ai pensé à l'interpellation de l'auteur kantien qui disait que devoir, nom sublime et grand, quelle origine digne de toi? Et où trouve-t-on la racine de ta noble tige, si ce n'est ces vertus morales qui nous ont poussés à venir rejoindre cette ville lumière qui est Tivaouane? Je ne pouvais contenir mon émerveillement dès que j'ai franchi le seuil de cette porte et que j'ai vu une salle toute remplie de jeunes avec l'élégance morale qu'on connaît d'eux. Éthique religieuse, engagement citoyen, levier pour une jeunesse en quête de devenir, c'est le thème choisi pour la conférence. Le président de la République nous a dit, nous, particulièrement les jeunes qui l'accompagnent, qu'on peut avoir une croissance à 2 chiffres, qu'on peut avoir un PIB qui dépasse peut-être même 1500 $. Mais si ça ne s'adosse pas à des valeurs, ça ne représentera absolument rien et aucun gain ne sera tiré de cette croissance ou de ce PIB. Raison pour laquelle nous comptons sur Tivaouane, nous comptons sur votre Daïra, nous comptons sur vos vecteurs de communication pour tenter de restaurer ces valeurs qui sont en perpétuelle dégradation au Sénégal. Pour l'occasion, ils sont nombreux les jeunes à effectuer les déplacements pour assister à cette conférence. Aux panélistes d'inviter les jeunes à s'identifier au modèle que constitue Serigne El Hadji Malick Sy. Nous restons avec les jeunes pour parler de cette validation d'un projet territorial sur la promotion de l'emploi de cette couche et l'autonomisation des femmes par le PNDL. C'était au cours d'un atelier qui a réuni plusieurs acteurs territoriaux. L'articulation des lignes d'intervention du projet a été au cœur des débats. Hamidou Diop compte rendu.
Faisant suite aux interventions réussies du panel PNDL et les initiatives développées dans nos territoires, le PNDL tente d'apporter une réponse aux insuffisances constatées en termes de contribution pour une employabilité des jeunes et une autonomisation des femmes. Les régions de Kaolack, Kolda et Louga ont été ciblées pour une valorisation des potentialités économiques locales de façon systémique et territoriale. Ici, pour une première fois, ce que nous souhaitons, c'est que la collectivité locale soit porte d'entrée et le PNDL comme structure d'impulsion pour renforcer les capacités des collectivités locales en vue de mieux répondre à la demande des jeunes et des femmes. Mais ce qui est encore de plus important, c'est que l'emploi des jeunes et la formation sont adressés à partir des potentialités économiques des territoires. La stratégie de mise en œuvre est axée sur la valorisation d'un dispositif au niveau des territoires afin de respecter le principe de centralité du territoire propre à la territorialisation des politiques publiques. Parce qu'il s'agit d'un projet qui appuie à mettre un dispositif de prise en charge de cette problématique au niveau des territoires avec et pour les acteurs du territoire, accompagné bien sûr en cela par le Programme national de développement local. Dans cette dynamique, les plateformes d'appui et de dialogue inclusif des acteurs territoriaux déjà expérimentés seront soutenues pour une promotion des initiatives économiques locales. Dans sa maturation, le PNDL cherche une voie alternative. Il s'agit de contribuer au développement économique local des territoires cibles en misant sur la valorisation des potentialités économiques territoriales comme opportunités d'emploi décent pour les jeunes et d'automatisation socio-économique au profit des femmes. En somme, le PNDL souhaite développer une approche holistique qui tente de limiter les contraintes d'accès au capital, aux facteurs de production, à l'information et à l'accompagnement pour une employabilité des jeunes et une autonomisation des femmes des zones ciblées. Et puis je vous fais lecture à présent de ce communiqué de la Direction générale des élections qui porte à la connaissance du public que conformément à l'article LO 190-16 du Code électoral, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a publié par arrêté 12 730 du 19 août 2016 les listes des candidats recevables à l'élection des hauts conseillers du 4 septembre 2016. L'arrêté est subventionné et affiché au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique au siège de la Direction générale des élections à la Cité Police, avenue Maliksi, et sera publié au journal officiel et partout où besoin sera. Les listes des candidats annexés au dit arrêté peuvent être consultées au siège de la Direction générale des élections, en communiqué signé chez le directeur général des élections. Des médicaments, des habits et une enveloppe financière, c'est ce qui compose le don de partenaires italiens au centre Guindi. Et c'est l'association Aide sans frontières qui a été chargée de remettre cet appui au centre de prise en charge des enfants. Au nom du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, la direction s'est félicitée de cet élan de solidarité. Les précisions d'Abassow. Le centre Guindi, un centre au cœur du dispositif de prise en charge des enfants en situation difficile, Guindi a reçu un don en nature et en espèces. Nous sommes honorés d'aider ce centre et nous remercions les enfants, remercions la directrice et remercions toutes les personnes qui travaillent dans ce centre pour l'amour et pour la passion qu'elle met dans son travail. Des médicaments pour la pharmacie, des habits, entre autres, ont été remis à la directrice du centre qui se dit sensible à l'acte que vient de poser Aide sans frontières, une organisation italienne. Si nous recevons aujourd'hui cette association-là qui nous amène ce don important en médicaments, vraiment, nous ne saurons que remercier cette association d'Aide sans frontières, au nom donc du centre, au nom des collègues et des enfants qui sont là au niveau du centre, mais aussi au nom du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Mme Maria Massar. Nous disons merci à cette association-là. Madame le ministre de la Femme ne saurait trouver les mots pour vous remercier pour ce geste plein d'humanisme, plein de sens,
Parce que ce que Mme la directrice a dit tout à l'heure est suffisant pour comprendre combien il est important que ce centre puisse bénéficier d'un tel appui, d'un tel soutien pour aider les enfants ici à se faire soigner ou même à faire de la prévention. Du matériel didactique est aussi dans le lot mis à la disposition des pensionnaires du centre Guindi afin d'améliorer la prise en charge. Je le disais dans le titre, ce vendredi 19 août est célébrée officiellement la journée mondiale de l'invention de la photographie. Occasion pour nous de s'intéresser à cet art, ce métier. Si jadis il nourrissait son homme, aujourd'hui les photographes sont obligés d'innover pour faire face aux difficultés à l'heure de la révolution numérique. C'est un reportage de Ndeye Aïdadia. Un clic pour fixer des souvenirs, des moments ou des émotions. Une révolution numérique qui crée pourtant des malchanceux. Photo léegi dafa metti parce que léegi kenn photo ndax téléphone portable yi xam nga yàq na photo fu mu toll nii et puis métier bi dafa doon métier boo xamante ne lii fu mu toll nii ku si dugg si moo tax léegi photo yàqul fu mu toll nii parce que ñun ñu koy jàng xam ko fu mu toll nii xam nga yéen si suñu ay papier suñu ay kayit xam nga bokkul ak ñi nga xamante ne fu mu toll nii tey jii appareil numérique lii yàq na photo parce que appareil numérique léegi fu mu toll nii bu njëkkoon li nga doon photo bokkul ak léegi parce que ñun bu njëkkoon précule lu ñu xam. Portable, tablette ou mini-appareils photo font désormais bien le job des photographes. Des appareils qui ne cessent de se perfectionner. léegi da ngay gis téléphone yoo xam ne seen mégapixel mooy gën a baax sax yi nga xam ne appareil yi moom la photographie yor c'est ça le problème te da nga ci am ay photos yu bëri même léegi da ngay xool reportage yi daan am ci studio yi lendemain tabaski wala korité studio yi da daan fees mais léegi da nga daan am ay kii sax comment dire ay rang mais léegi yooyu yëpp amatul. À l'heure du numérique, il reste encore des conservateurs, à l'image de cet artiste. Avec le numérique, c'est un peu compliqué, mais j'ai comme l'impression qu'il y aura toujours des amateurs qui vont tirer des photos et qui vont certainement garder la tradition de la photographie. Le métier de photographe, pour moi, je trouve que c'est un art. C'est un art parce qu'ils ont comment on appelle ça, des normes qu'ils respectent. C'est pas pris au hasard les photos. Et si on prend les photos de l'appareil numérique, c'est bien, mais c'est pas comme dans un labo. C'est différent parce que nous, on les prend à la volette, on ne sait pas cadrer les photos, on ne sait pas qu'il y a une résolution à respecter et on ne sait pas qu'il y a une luminosité à respecter aussi. On les prend comme ça parce qu'il faut prendre des photos. Et en tout cas, moi, je crois que c'est toujours important d'aller dans un labo photo, se faire photographier. Qu'est-ce que le type de téléphone que vous avez besoin toujours dans le laboratoire. Pourquoi? Parce que pour développer les photos, il vous faut un laboratoire pour exploiter les photos. Il vous faut un câble, un logiciel de dernière pointe. Parce qu'avec le téléphone seulement, comment vous pouvez voir vos images? Avec les petits scanners, avec les papiers, les scanners de bureau, les résolutions ne sont pas pareilles. Vous avez une petite qualité. Donc, le sûr et certain pour avoir la meilleure qualité, c'est d'approcher un laboratoire. Mais les photographes sénégalais sont obligés de réinventer leur métier pour faire face à la concurrence des tablettes et autres smartphones. Si beaucoup ont déjà plié bagages, les amoureux de cet art, créé il y a 177 ans, sont encore là pour nous faire vivre de beaux souvenirs. Toutes nos excuses pour les extraits en wolof non traduits. Le Sénégal, un pays exceptionnel où les communautés religieuses cohabitent en parfaite harmonie. Popenguine symbolise bien cet état de fait. En séjour sur la Petite Côte, le président de la République a effectué chez la prière du vendredi à Popenguine. Le chef de l'État est aussi allé à la rencontre de la communauté chrétienne à Cœur Mariama avant de visiter l'église de la basilique mineure. Voyons tout cela avec Aboubakri Kane. En séjour à la résidence présidentielle de la Petite Côte, le chef de l'État a sacrifié à un devoir de musulman. Le citoyen de Popenguine a effectué la prière du vendredi à la mosquée 6 au quartier Médine, aux côtés de ses frères et voisins musulmans. Une prière conduite par l'imam Aliou Sis. Allahu Akbar. Au terme des 2 rakas, l'imam a dans son adresse aux fidèles rappelé les préceptes de l'islam
obligations et devoirs du musulman en ce jour de grande prière. Il s'est réjoui de la présence du président Macky Sall qui vient consolider la notion de bon voisinage, des liens de cohabitation bien ancrés dans la vie au quotidien des habitants de Popenguine. L'imam Aliou Ciss a par la suite formulé des prières pour le chef de l'État, prières pour la réussite dans ses charges à la tête du pays, prières également pour un bon hivernage, la paix et la stabilité, base d'un développement durable. Sur le chemin du retour, l'occasion a été saisie par la population pour échanger avec leurs voisins. Toujours dans cet esprit de bon voisinage, le président Macky Sall est allé à la rencontre de la communauté chrétienne. À Keur Mariama, siège de la communauté Saint-Jean, le président de la République a été accueilli par les différentes entités de la paroisse, occasion pour le père Marie-Joseph d'exposer à leurs voisins les principales activités d'animation spirituelle, d'éducation et de santé de la paroisse. Expression également d'une fierté pour les fidèles de recevoir le chef de l'État. Habituellement, c'est nous qui venions vers vous, mais cette fois-ci, c'est vous qui êtes venus vers nous. Et donc c'est une grande première et ça nous va tout droit au cœur. Pour une paroisse qui s'active essentiellement dans le social, des difficultés et inquiétudes ont été soulevées par le curé, préoccupations liées au foncier, à l'avancée de la mer et à la vétusté de certains lieux de culte. Popenguine va bien bénéficier du programme de modernisation des foyers religieux. Nous avons surtout le sanctuaire marial. J'avais avec déjà le cardinal Théodore Adrien Sarr décidé de moderniser le sanctuaire ainsi que le circuit des pèlerins et aussi les conditions des messes. Après des prières pour la paix et la concorde de l'exception sénégalaise, le chef de l'État a eu droit à une visite guidée de l'église de la basilique mineure de Popenguine, où constat a été fait de la dégradation d'une partie de la toiture. Ici également, les novices en formation venus des différents pays de la sous-région ont prié pour leur hôte du jour. Toujours à pied, le citoyen de Popenguine s'est rendu au centre Kizito. Sur place, il a pu constater l'ampleur des dégâts causés par l'avancée progressive de la mer. L'érosion côtière a fini par ici de dicter sa loi. Après le constat, des solutions sont envisagées pour atténuer ce phénomène naturel. Place à la rubrique métier qui poursuit son focus sur les professions portuaires. Aujourd'hui, coup de projecteur sur les grutiers. Ils ont un rôle primordial à jouer dans le chargement des marchandises qui transitent par le port. Le métier de grutier requiert une bonne formation, nous dit Dieyna Badia. Aux commandes de cette crue, Mamoudou Sall, ce grutier a un rôle primordial dans la manutention des colis. L'ancien militaire procède aux dernières vérifications avant d'entamer le levage de la marchandise. Il faut être sûr de ce que tu fais. Si tu n'es pas sûr, une fois qu'il y a un décollement, tu peux plus revenir la grue. C'est la grue qui se barre, les gens qui sont en haut peuvent être endommagés, les installations aussi peuvent être endommagées. Et souvent, qu'est-ce qu'on dit dans la manutention? Une fois que la sarge est décollée, comme présentement là, c'est ce qu'on est en train de faire, une fois que la sarge est décollée d'1 mètre, la charge est à la charge de l'entreprise. La responsabilité est donc lourde. La prise en compte de toutes les précautions est une exigence. Il faut nécessairement placer des contrepoids pour maintenir la grue en équilibre. Les ouvriers se mettent ensuite à fixer les contrepoids pour éviter le basculement. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Parce que là, tu as la bac, tu as les portées maxi, les portées mini, les angles de flèche qu'il faut respecter. Surtout, compte tenu de la charge qu'il faut lever, là, il faut se référer sur les contrepoids, le portée maxi, portée mini et tout ça. Là. Le grutier a des responsabilités humaines et matérielles énormes. C'est pourquoi, s'il n'est pas bien formé, il s'expose aux accidents. Quand on a une grue qui peut porter 25 tonnes et que celui qui manœuvre la grue n'est pas bien formé,
tous ceux qui travaillent autour de lui sont exposés à des accidents. Première chose, c'est d'abord la perte humaine. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, vous faites des avaries au niveau du navire, parce que vous créez ce qu'on appelle, quand vous avez un choc comme ça avec le navire, vous endommagez le navire. Troisième chose, cette partie, parce que chaque cale, chaque compartiment a ce qu'on appelle une grue ou un treuil. Et les marchandises qui se trouvent, Dakar étant le premier port, ou bien le deuxième port, les marchandises sont au-dessus. Donc les autres ports qui sont derrière, le navire en y passant, il ne pourra pas utiliser cette grue ou bien ce treuil pour décharger ses marchandises. Donc vous créez encore un autre problème, parce qu'il y a des marchandises qui vont être prises dans le piège et qui ne pourront plus être déchargées dans les prochains ports. Le grutier est important dans la chaîne de l'import-export. Son professionnalisme se répercute sur la productivité. Quand on donne la plus cale à celui qui est le plus professionnel, le plus expérimenté, il est évident que quand lui, il fait du 40 tonnes à l'heure, les autres peut-être feront du 25 tonnes à l'heure. Voilà encore un autre facteur qui montre que quand on met des professionnels bien formés sur des points de manutention, il est évident qu'ils arrivent toujours à faire la différence pour permettre à ce que le bateau ne dure pas longtemps au port. Professionnalisme et expérience sont les maîtres mots pour exercer le métier de grutier à la perfection. Ce père de famille de 67 ans ne dira pas le contraire. J'ai fait l'apprentissage mécanicien et jusqu'à 69, je suis parti dans l'armée. Et dans l'armée, j'ai suivi une formation. Après l'armée, dans l'armée, je conduisais une grue de 12 tonnes. Mais lorsque je suis sorti de l'armée, j'ai fait des cours de correspondance en Europe, telle qu'une société de Montalève. C'est une société qui fait le montage et le levage, et Foralève qui font aussi les forages. Donc, compte tenu de ces formations, j'ai fait 2 ans de formation sur chaque entreprise et jusqu'à ce que j'ai eu mon diplôme. Le centre de formation aux métiers portuaires et à la logistique a démarré ses activités depuis 2012. Le concours est ouvert aux titulaires du BFM, un niveau d'études requis pour lire les documents permettant de manier les engins lourds en toute sécurité. Voilà pour la rubrique métier qui nous a plongé dans l'univers des grutiers. Remise de drapeau de 2 unités en partance pour la République démocratique du Congo. Il s'agit de 270 éléments constitués d'officiers et de sous-officiers de la police et de la gendarmerie. Ils seront mis à la disposition de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. Fanta Badji. Revue des troupes appelées à assurer les missions de maintien de la paix en RDC. S'ensuit la remise de l'emblème national. La cérémonie consacre la fin de la préparation opérationnelle des 2 unités de police mises à la disposition de la MONUSCO. Vos principales tâches concerneront la protection des civils, la stabilisation et la restauration de l'autorité de l'État, la réforme du secteur de la sécurité et le soutien aux opérations électorales, le cas échéant. Ces unités vont prêter main forte aux éléments redéployés à Goma depuis 1 an, où la tension est vive, notamment dans certaines localités de l'Est. Le personnel est entraîné pour faire face à tous les défis qui nous attendent sur le terrain. D'abord, participer au maintien de la paix et participer à la formation de la police congolaise. La situation opérationnelle reste susceptible de changer à tout instant. Il faut donc garder en mémoire cette réflexion ramassée au hasard dans le Nord Vietnam. Je cite, « Quand on est préparé au pire, on garde toujours l'initiative ». Fin de citation. Ceci est une invite à la vigilance. Le Sénégal a fini de convaincre la communauté internationale par le professionnalisme de ses troupes. Ces forces de défense et de sécurité sont souvent sollicitées pour des missions de maintien de la paix dans la sous-région. Vous aurez à relever le défi de confirmer la réputation de nos unités. Il faut donc continuer de mériter la confiance de la communauté internationale, mais aussi le respect des populations et des autorités du pays d'accueil par votre professionnalisme et votre comportement. Le haut commandement
attend essentiellement de vous que vous rayonniez d'exemplarité. Il vous faut garder à l'esprit le sens de l'honneur. Le Sénégal fait partie des premiers pays contributeurs de troupes dans le concert des Nations Unies. Son 11e contingent est composé de 270 officiers et sous-officiers, dont 15 gendarmes féminins. La date de leur départ n'est pas encore fixée. Leur séjour va durer 1 an en République démocratique du Congo. Je le disais en début de journal, le Haut Conseil des collectivités territoriales va promouvoir le développement des collectivités locales. C'est la conviction du président des maires du Sénégal. Pour Alioune Sall, avec cette chambre, le Sénégal harmonise son architecture institutionnelle avec d'autres pays africains. Présentation des missions du HCCT avec Maman Moussagna. Le HCCT sera un espace d'échange et de dialogue entre les élus locaux. Un trait d'union entre la base et le sommet de l'État, cette institution va refléter l'émanation des préoccupations du peuple. Avec plus de fiabilité, de fidélité et de pertinence des réalités du vécu des populations, le président des maires du Sénégal est convaincu de la pertinence de la mise en place de cette institution. Après le chef de l'État, après l'Assemblée nationale, le Haut Conseil va être la 3e institution de l'État en tant que tel. Et donc, de ce point de vue-là, le Sénégal est en train de consacrer la décentralisation à travers ses différents acteurs, mais à travers surtout cet acteur nouveau qu'est le Haut Conseil. Le Sénégal est en train de consacrer la décentralisation comme un principe supérieur du fonctionnement de notre pays et du fonctionnement de notre démocratie. D'autres facettes de cette problématique du HCCT, soulevées par le président des maires, l'organisation des terroirs, le développement de la production de richesses. Parmi les questions essentielles qui seront abordées, il y a évidemment la question des différents ordres de collectivités locales. Aujourd'hui, on a les communes et les départements. Il est évident qu'il sera important de définir avec plus de précision le rôle et la place des pôles territoires. Il est évident aussi que le Conseil devra rapidement prendre à bras le corps aussi des questions telles que les conflits de limites. Le Sénégal a choisi d'abriter le siège du Conseil des collectivités territoriales en Afrique, une marque de confiance, un devoir pour le Sénégal d'harmoniser avec d'autres pays où le HCCT existe déjà. Le Sénégal, au plan continental, va abriter le Haut Conseil continental des collectivités territoriales que le chef de l'État a accepté de prendre en charge depuis 1 an et demi, 2 ans. On devrait voir très rapidement l'élection du siège de ce Haut Conseil-là à Dakar. C'est dire qu'on ne peut pas se permettre d'être à l'avant-garde au plan continental, alors qu'au plan national, justement, on ne met pas en place les instruments adéquats pour justement faire valoir notre leadership. Les prochains membres du HCCT porteront le titre de conseillers territoriaux. La nouvelle institution devra donner un avis sur toute politique relative à la décentralisation et au développement territorial. Et puis, ce communiqué justement relatif à cette élection, le directeur général des élections porte à la connaissance du public que conformément à l'article LO 190-16 du Code électoral, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a publié par arrêté numéro 12730 du 19 août 2016, les listes des candidats recevables à l'élection des hauts conseillers du 4 septembre prochain. L'arrêté subventionné est affiché au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, au siège de la Direction générale des élections à la Cité Police, avenue Maliksi, et sera publié au journal officiel et partout où besoin sera. Les listes des candidats annexés au dit arrêté peuvent être consultées au siège de la Direction générale des élections fait à Dakar le 19 août. Un communiqué donc signé chez le directeur général des élections. L'actualité internationale à présent, il nous conduit au Burkina Faso. Des jeunes venant des pays de la sous-région se sont réunis pour sensibiliser contre le radicalisme et l'extrémisme. C'est un récit de Seydina Alioune Fall.
Des jeunes musulmans d'Afrique en lutte contre les extrémistes se sont réunis à Ouagadougou au Burkina Faso. Plus de 240 jeunes venus de 8 pays de la sous-région ont décidé de renforcer la sensibilisation des jeunes musulmans contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Pour l'organisation de la jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest, il faut aller vite car les terroristes et certains prédicateurs radicaux ont pris de l'avance. Au Niger, des rencontres sont organisées dans les écoles et les quartiers pour sensibiliser les jeunes. Le problème est lié au bassin de stockage et des réseaux de grainage, ainsi que le renforcement des équipes de mairie à motopompe. C'est au croisement Saint-Hassan où il y a un petit défaut de fabrication. Et ce défaut-là, une fois réglé, le problème il est résolu. Donc, comme le profil le montre la route, c'est une succession de 3 points bas sur la route qui se relient. Le problème, c'est que c'est des bas-fonds qui ne peuvent pas être reliés gravitairement au réseau existant de l'ADER. Donc, la solution l'année passée qu'on avait prévue avec les sapeurs-pompiers, c'est de faire un réseau de refoulement. Donc, les sapeurs-pompiers pompent ici, mettent ça dans le réseau de refoulement et ça va vers le réseau de l'ADER. Face à cette situation, Diène Farbessar s'est voulu rassurant. On n'a pas fait de promesses. On a agi directement. Ma parole a été enrichie par l'action. Et on retourne avec des solutions actuellement. Yeumbeul Nord et Sud, Tivaouane Diacksao, Diamaguène, le pont de l'émergence, Yoff et les parcelles assainies, autant de sites visités par le ministre et sa délégation. Nous, notre mission, c'est de trouver des solutions, assister les populations. Il ne faut pas être comme des touristes là, se promener en pérégrination, lettre morte. On vient pour chercher des solutions et les trouver. Je pense que demain, certainement, mes services seront là, vraiment pour régler le problème. Voir les regards et voir ce qu'ils peuvent faire. Dans cette recherche effrénée de solutions, l'apport du préfet de Dakar, des membres de la Géroute, ceux de l'ONAS et de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est on ne peut plus important, une véritable mutualisation des efforts dans la lutte contre les inondations. Et puis les échos des vacances citoyennes, Tivaouane a reçu la caravane, un moment d'échange et de partage avec les jeunes de la localité. Sur place, une conférence axée sur la citoyenneté a été organisée par le Daïra Mourtafina. Le ministre et sa délégation ont avant tout rendu visite à Serigne Abdoul Azizi. Le compte-rendu de Ibrahim Ndonga. À l'arrivée dans la ville sainte, le ministre et sa délégation se sont rendus au domicile du porte-parole du Khalif de Tijane. Sur place, Mamaïna s'est entretenu avec les guides religieux sur l'esprit de la caravane des vacances citoyennes. Une démarche magnifiée par les guides religieux avant de revenir sur le rôle que doivent jouer les jeunes dans le développement du pays. Nous devons inculquer à nos jeunes les valeurs que nos ancêtres nous ont léguées. L'intégrité, la prudence et la piété, entre autres. C'est par la suite que le ministre a assisté à la conférence organisée par le Daïra Mourtafina de Tivaouane. J'ai pensé à l'interpellation de l'auteur kantien qui disait que devoir, nom sublime et grand, quelle origine digne de toi? Et où trouve-t-on la racine de ta noble tige, si ce n'est ses vertus morales? De la productivité agricole. Et tout le monde sait également que Africa Rice est une référence de renommée africaine, voire mondiale. Et par rapport à ces réalisations, on sait que figure un paquet technologique avéré pour améliorer la productivité rizicole. Il y en a ainsi pour les variétés de Nérika, d'Arika, de Sahel, qui font partie des innovations à disséminer dans tout le Sénégal. En se rapprochant du leader de la recherche rizicole en Afrique, l'ANCAR entend surtout promouvoir la productivité de la filière riz, une initiative qui sera fortement appuyée du côté d'Africa Rice. C'est la première fois que nous signons un cadre de collaboration formel avec une structure d'appui conseil. Et pour dire que cela nous aide à renforcer notre tâche de collaboration avec les structures et programmes de développement rural ou de développement en charge de la riziculture. Cette collaboration sera axée
autour de 3 points. Le premier, c'est la dissémination à grande échelle de ces innovations, variétés à haut potentiel de rendement, itinéraires techniques performants. Mais le troisième point, c'est le renforcement des capacités. À marge de la signature de ce protocole d'accord de partenariat, la directrice générale de l'Agence nationale de conseil agricole et rural a visité quelques réalisations de son partenaire. Elles sont le Sahel 177 aromatique, une variété très productive, et ses outils qui entrent dans le cadre de l'autonomisation des producteurs dans le monde rural. Et puis le président de la République Macky Sall a effectué la prière du vendredi aujourd'hui à Popenguine. Il est également allé à la rencontre de la communauté chrétienne. Nous y reviendrons au cours de ce journal. En visite ce matin dans les zones inondées de la banlieue de Dakar, Diène Farbassar a annoncé que la situation est maîtrisée en ce qui concerne les réseaux de drainage. Le chef de l'État a beaucoup investi dans l'assainissement avec un plan décennal de 700 milliards. 101 milliards ont déjà été injectés dans les 3 départements visités. La tutelle a promis de renforcer les équipes des mairies en motopompe. Le compte rendu avec Luis Bitsa. Guédiawaye, Pikine et une partie de Dakar ciblée dans la lutte contre les inondations. La visite d'ouvrage dans la banlieue de Dakar du ministre du Renouveau urbain laisse présager une lueur d'espoir. Parce que jadis, en ce temps-là, il y avait des mares partout. Maintenant, nous avons pu observer avec les journalistes qui m'ont accompagné que la situation est complètement maîtrisée. De 9h à 16h30, de nombreux sites ont été parcourus. À Orenam Ninzad, par exemple, les populations ont exposé leurs problèmes à la tutelle. Il s'agit, entre autres préoccupations, d'une défaillance des tuyaux d'enfouissement. Les problèmes va permettre une meilleure gestion et exploitation des terres par les pouvoirs publics après l'administration foncière, élus locaux, secteur privé, parlementaires et membres de la société civile vont à leur tour s'approprier le document. Ainsi, le consensus est assuré. Et puis le Comité national des droits de l'homme s'intéresse à la promotion et à la protection des droits humains dans le secteur minier. Un atelier de renforcement des capacités des parties prenantes a été tenu autour du thème « Exploitation des ressources minérales respectueuses des droits humains ». C'est un compte-rendu de Fatimata Banelba. La gouvernance minière, le respect des droits humains, des questions qui préoccupent le Comité national des droits de l'homme. Et c'est autour d'un observatoire national que experts et acteurs se sont réunis. Nous estimons que pour que le comité puisse jouer pleinement son rôle dans le cadre de la prise en charge de toutes ces questions relatives donc à la protection et à la promotion des droits humains dans le secteur extractif, encore faudrait-il que ces membres soient bien formés, ces membres soient capacités. Il faut reconnaître qu'il y a des instruments juridiques qu'il faut vulgariser, notamment les principes directeurs des Nations Unies donc, en matière d'extraction minière, mais également les directives sous-régionales et régionales. Par cette rencontre, les différentes parties prenantes vont constituer un instrument de veille pour la prise en charge des préoccupations des populations. Très souvent, on pense que l'exploitation minière doit simplement s'orienter vers le développement économique et social. Mais au-delà du développement économique et social, il y a également la prise en charge des préoccupations des populations, surtout de leurs droits. Je pense qu'il y a or, il y a temps, il y a beaucoup de minéraux dans le sous-sol. Reste à les trouver. Il reste à les valoriser, il reste à les développer et à les valoriser. Et une fois que ces minéraux trouvés, il faut systématiquement une étude d'impact environnemental et social. Et une bonne étude d'impact environnemental et social. Là, ça permet de voir des études de base, de voir l'impact des compagnies sur l'existant. Le secteur minier figure parmi les axes du plan Sénégal émergent. Et si le Sénégal veut installer l'économie nationale sur une trajectoire de croissance forte, il faut nécessairement l'implication de tous, surtout celle de la société civile. Signature d'un protocole d'accord de partenariat entre l'Agence nationale du conseil agricole et rural, ANCAR et Africa Rice. Les deux institutions s'engagent à collaborer efficacement pour promouvoir le développement de la filière riz dans le pays. Il s'agit surtout de vulgariser les innovations technologiques permettant d'accroître la productivité agricole au niveau rural, nous dit Lamine Touré. Pour l'émergence,
Un partenariat qui se veut fécond entre l'Agence nationale de conseil agricole et rural ANCAR et Africa Rice, une première au niveau national dans l'orientation stratégique des deux institutions. Tout le monde sait que pour que l'agriculture devienne le moteur de croissance économique et sociale, il faut nécessairement recourir aux innovations améliorantes. Et qui exige aujourd'hui une adaptation au gré des innovations. Toute marchandise qui transite par le port passe forcément par leurs engins. L'embarquement et le débarquement, c'est leur affaire. C'est donc l'affaire des grutiers. Cette autre profession portuaire exige une formation pour manipuler les grues sans trop de risques d'accident. Focus sur les grutiers dans la rubrique métier. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, le Haut Conseil des collectivités territoriales va promouvoir le développement des collectivités locales. C'est la conviction du président des maires du Sénégal. Pour Alioune Sall, avec cette chambre, le Sénégal va harmoniser donc son architecture institutionnelle avec d'autres pays africains. Nous allons vous présenter les missions de ce HCCT avec Maman Moussagnan au cours de ce journal. Mais en attendant, intéressons-nous à cet atelier de partage du document de politique financière avec les différentes catégories d'acteurs. La Commission nationale de réforme foncière a rencontré ce matin l'administration foncière. Il s'agit de recueillir les dernières recommandations pour une meilleure appropriation et une application effective de la politique foncière au Sénégal. C'est un compte rendu de Fatou Diouf. Toujours fidèle à sa démarche participative et inclusive, la Commission nationale de réforme foncière continue le dialogue autour du document de la politique foncière. Après l'adoption du texte provisoire, c'est l'heure de le partager avec les différents acteurs du système foncier. Ainsi, ils pourront faire des propositions sur les axes et orientations stratégiques de la politique foncière. Depuis le départ, la DGD participe aux travaux de la Commission. Nous avons des experts qui y sont. Et aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, le document est là. Beaucoup de problématiques ont été posées. Il est évident que nous serons les principaux acteurs quand ce document sera validé. Il est donc normal que nous soyons là pour apprécier et apporter nos contributions. Je suis heureux que le directeur général des impôts et domaines soit venu aujourd'hui avec des membres importants de son équipe pour venir aussi passer en revue avec nous, regarder ce qui est dans le document et qui est amélioré. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes prêts à vraiment discuter avec lui, à apprécier. Le consensus autour du document de la politique foncière est essentiel. Son appropriation et son application effective permettent de lutter contre les litiges. Je parle sous le contrôle de l'administration foncière. Beaucoup de gens méconnaissent la législation, c'est pourquoi ils commettent des infractions. Ils prennent un terrain, ils le vendent 2 ou 3 fois. On ne sait pas comment arbitrer. Beaucoup de contentieux, presque 50% du contentieux concerne le foncier. Ce n'est pas normal dans un pays. Parce que souvent, les gens disent nul n'est censé ignorer la loi, mais ça, les juristes savent parfaitement que beaucoup de gens ignorent la loi. Donc, le fait de mettre en place un dispositif de connaissance, de prévision, d'anticipation est déjà un élément. Cette politique foncière qui nous ont poussés à venir rejoindre cette ville lumière qui est Tivaouane, je ne pouvais contenir mon émerveillement dès que j'ai franchi le seuil de cette porte et que j'ai vu une salle toute remplie de jeunes avec l'élégance morale qu'on connaît d'eux. Éthique religieuse, engagement citoyen, levier pour une jeunesse en quête de devenir, c'est le thème choisi pour la conférence. Le président de la République nous a dit, nous, particulièrement les jeunes qui l'accompagnent, qu'on peut avoir une croissance à 2 chiffres, qu'on peut avoir un PIB qui dépasse peut-être même $1 500. Mais si ça ne s'adosse pas à des valeurs, ça ne représentera absolument rien et aucun gain ne sera tiré de cette croissance ou de ce PIB. Raison pour laquelle nous comptons sur Tivaouane, nous comptons sur votre daïra, nous comptons sur vos vecteurs de communication pour tenter de restaurer ces valeurs qui sont en perpétuelle dégradation au Sénégal.
Pour l'occasion, ils sont nombreux les jeunes à effectuer les déplacements pour assister à cette conférence. Aux panélistes d'inviter les jeunes à s'identifier au modèle que constitue Serigne El Hadji Malick Sy. Nous restons avec les jeunes pour parler de cette validation d'un projet territorial sur la promotion de l'emploi de cette couche et l'autonomisation des femmes par le PNDL. C'était au cours d'un atelier qui a réuni plusieurs acteurs territoriaux. L'articulation des lignes d'intervention du projet a été au cœur des débats. Hamidou Diop compte rendu. Faisant suite aux interventions réussies du panel PNDL et les initiatives développées dans nos territoires, le PNDL tente d'apporter une réponse aux insuffisances constatées en termes de contribution pour une employabilité des jeunes et une autonomisation des femmes. Les régions de Kaolack, Kolda et Louga ont été ciblées pour une valorisation des potentialités économiques locales de façon systémique et territoriale. Ici, pour une première fois, ce que nous souhaitons, c'est que la collectivité locale soit porte d'entrée et le PNDL comme structure d'impulsion pour renforcer les capacités des collectivités locales en vue de mieux répondre à la demande des jeunes et des femmes. Mais ce qui est encore de plus important, c'est que l'emploi des jeunes et la formation sont adressés à partir des potentialités économiques des territoires. La stratégie de mise en œuvre est axée sur la valorisation d'un dispositif au niveau des territoires afin de respecter le principe de centralité du territoire propre à la territorialisation des politiques publiques. Parce qu'il s'agit d'un projet qui appuie à mettre un dispositif de prise en charge de cette problématique au niveau des territoires avec et pour les acteurs du territoire, accompagnés bien sûr en cela par le Programme national de développement local.